Bonjour Nicolas Florian, merci de nous accorder cet entretien qui a pour ambition de découvrir qui vous êtes, l'homme et ses différentes facettes, c'est-à-dire votre action politique, publique, mais aussi l'homme privé, votre parcours, vos valeurs, votre histoire et vos ambitions. Vous êtes né en 1969 dans le Lot-et-Garonne. À quoi ressemble votre enfance et en quoi vous a-t-elle marqué ou façonné ? Alors déjà, l'enfance, on a une enfance heureuse. Moi, j'ai eu des parents divorcés, donc ça marque toujours une partie de sa vie, mais heureuse, tant avec mon papa qu'avec ma maman. Alors, je suis fils unique, donc j'étais l'objet de l'attention unique des parents respectifs. Dans le cadre de famille recomposée, donc, mon père, sa femme avait 2 enfants, donc ça a été aussi une vie où je n'étais pas tout seul. Je suis né à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, avec des grands-parents maternels qui étaient agriculteurs et un grand-père paternel qui était italien, qui est issu de la vague d'immigration italienne. Donc une structure familiale assez proche. Donc moi j'ai évolué dans une ambiance sereine, même si, comme je vous le dis, il y a des épisodes de la vie qui font qu'on peut être une victime collatérale de décisions de plus grands. Moi, j'étais plutôt un gamin avenant, souriant, plutôt sociable. Après, moi, j'ai eu une période où j'étais le petit homme de la famille avec ma mère, parce qu'au divorce de mes parents, on s'est retrouvés à 2, entre guillemets. Après, elle a refait sa vie. Donc, très rapidement, j'étais le petit homme de la famille. Donc, ça a aussi peut-être influé sur une partie de ma personnalité, sur peut-être une responsabilisation précoce. Dans le cadre de la vie professionnelle de mon père, on est venu s'installer à Bordeaux. Il était ingénieur chez Bull. Donc j'ai fait toute mon enfance pratiquement à Bordeaux, mes études, à Pessac très précisément. Et puis après, collège, le lycée, la fac, donc très bordelais en fait. Même si je ne suis pas né à Bordeaux, moi je suis un enfant de Bordeaux, avec toujours ses racines dans le Lot-et-Garonne où j'allais régulièrement. Et ça forge aussi et des souvenirs, mais une personnalité, parce que l'agriculture, la ruralité, c'est pas anodin dans un parcours personnel. Même si moi j'étais très urbain, je suis devenu très urbain par la suite. Mais ça reste des racines. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit des affaires. Le droit, c'était une vocation ? Quand j'ai fait du droit, j'avais plutôt en tête, et c'est aussi une marque de ma personnalité, d'être magistrat. J'aurais aimé être magistrat. Bon, puis là, pareil, et là c'était plutôt à la fin de mes études, quand il a fallu que je me pose la question, l'ENM, qui est l'École nationale de la magistrature, ou le CFPA pour le barreau, j'étais déjà investi en politique. Enfin j'étais militant, j'avais quelques idées en tête, mais la magistrature est incompatible avec un mandat d'élu, ou alors il ne faut pas rester dans le même territoire, enfin c'est un peu compliqué. Voilà, mais autrement, la magistrature m'aurait plu. Diplômé, votre premier emploi est assistant parlementaire. La politique, c'est depuis toujours. Comment est-ce que vous êtes entré en politique ? Votre famille était-elle politisée ? Je ne suis pas issu d'une famille politisée, mais j'étais dans une famille où en fait il y avait souvent quand même des débats. J'avais un grand-père communiste, maternel, et un grand-père paternel gaulliste. Donc ça suscite toujours quelques échanges. Et après c'est lié souvent à des rencontres. Je m'aperçois qu'autour de moi, en tout cas dans ma génération, ce sont des rencontres. Et moi, un de mes meilleurs amis, qui est toujours à la fac, était délégué des jeunes RPR sur la 2e circonscription de la Gironde, celle de Chaban, donc très symbolique. Et donc c'est par, amitié d'abord, tu devrais venir avec nous, on refait le monde. Et puis surtout le côté convivial, amitié. À l'époque, les réunions des jeunes RPR, on les finissait toujours, cours Victor Hugo, Dos Hermanos, où à la fois on refaisait le monde au comptoir, mais on regardait les matchs de foot dans le restaurant. Voilà. Donc c'est plus une approche humaine dans un premier temps, assise quand même sur déjà des convictions, et puis une période où on était sur la fin de la Mitterrandie. Il y avait la génération Mitterrand. Moi, je ne m'inscrivais pas spécialement là-dessus, j'étais plutôt chiracien, gaulliste, et ça, la fac le permet, ça. Je regrette maintenant que notre jeunesse ne s'inscrive pas plus dans une implication, mais j'allais dire, non pas contre quelque chose, mais par adhésion. Voilà. Alors qu'à l'époque, nous, on était aussi par adhésion, c'était un nouveau monde qui arrivait. Enfin, on espérait un nouveau monde avec l'élection de Jacques Chirac en 1995. Vous évoquez Charles de Gaulle et Jacques Chirac. Ont-ils guidé votre pensée politique ? Est-ce qu'ils ont contribué à votre engagement militant ? Moi, je suis vraiment très
très nourri de la pensée gaulliste et pompidolienne aussi. Mais, donc c'est la place de la France. Et moi je suis arrivé en militant avec un double événement à quelques années près. Le référendum sur Maastricht, l'Europe, la souveraineté. Moi j'étais très, très attentif à ce que disait Philippe Séguin. Rentrer dans l'Europe, oui, mais debout. Bon, donc c'est la place de la France, la souveraineté. Et puis on arrive à une période où notre vie change. Vous savez que c'est la même période dans les premiers téléphones portables. On ne parle pas encore d'intelligence artificielle, mais on a les premiers téléphones portables, on découvre le numérique, Internet. C'était une découverte, Internet. En France, dans les années 95, personne n'était connecté. Donc il y a ça, et puis 95, l'élection présidentielle, c'est le deuxième événement, entre guillemets, politique pour moi, où on sort de 14 ans de présidence de François Mitterrand. Et en plus, la campagne de Jacques Chirac à l'époque, c'est la France pour tous. Il y avait un message sur ce qui sont aussi les fondements du gaullisme, hein, le partage, la solidarité. Donc c'était la seconde étape marquante pour moi dans un engagement militant. Qui sont vos mentors politiques, vos références ? Mentor, c'est celui que l'on vit, avec qui on vit de façon très contemporaine. Moi, mon mentor politique, j'en ai eu deux, Alain Juppé, et puis Patrick Pujol, qui était le maire de Villeneuve-d'Ornon. C'est avec lui que j'ai eu mon premier investissement électoral en 1995. J'ai fait toute une partie de mes mandats pendant plus de 20 ans à Villeneuve-d'Ornon. Mais mon vrai mentor politique, au sens élargi du terme, tant sur les convictions, sur les idées, l'engagement, c'est Alain Juppé. Mais parmi les références, moi je suis un gaulliste primaire, secondaire et tertiaire. Alors ça peut paraître un peu désuet de parler du général de Gaulle, mais c'est une référence et moi je me reconnais beaucoup dans son message sur la place de la France, la place des Françaises et des Français, le peuple. C'est pas péjoratif de parler du peuple. Le général parlait souvent du peuple. Et moi je ne retiens pas du général que l'homme de la résistance, hein, et l'appel du 18 juin. Mais son œuvre au sens large, sa pensée, puis après tous celles et ceux qui ont pu leur succéder dans cette famille de pensée. Je pense à Jacques Chirac, je pense à Nicolas Sarkozy. Mais moi, très localement, mon mentor, c'est Alain Juppé. Vous évoquez Alain Juppé, votre mentor. Quel est votre lien, votre histoire avec lui ? D'abord, c'est une rencontre, Alain Juppé, et une succession de rencontres. Moi, j'ai toujours en tête cette première rencontre, à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, où il réunit les jeunes RPR de l'époque. Moi, j'étais délégué de circonscription, donc et c'était quelques mois avant son élection à la ville de Bordeaux. Et puis après, moi, je menais notre propre campagne à Villeneuve-d'Ornon, donc je croisais Juppé pour les séquences électorales de la période. Et puis 95, moi, j'étais Benjamin à Bordeaux Métropole. Et donc la première séance pour l'élection du président à l'époque, c'était la Cube, d'Alain Juppé, j'étais à ses côtés en tant que Benjamin. Et moi, ce que j'ai toujours admiré d'ailleurs chez Alain Juppé, c'est qu'Alain Juppé était capable, dans la même journée, de traiter un problème de voirie cours d'intendance, tout en ayant un échange téléphonique avec Clinton. Ça m'a toujours impressionné, ça m'a impressionné à l'époque, mais ça me conforte dans l'idée que dans l'engagement public, on doit être capable à la fois de traiter de sujets plus lointains et puis des sujets très terre-à-terre. Sujets nationaux, locaux, philosophiques ou terre-à-terre, en fait, c'est quoi la politique ? La politique, d'abord, c'est s'occuper des autres. Il y a un double investissement quand on fait de la politique. Il y a un investissement philosophique, c'est croire en un certain nombre de choses pour un peuple, une collectivité, une communauté. Et puis c'est aussi, là, le sens de la responsabilité quotidienne, c'est le mandat local. C'est faire des choses. Quand on est maire, et j'ai eu le bonheur et l'honneur d'avoir exercé cette fonction, c'est construire quelque chose, répondre à des besoins. La politique, en tout cas, je parle du mandat municipal, mais c'est vrai pour les mandats nationaux, c'est s'occuper des gens tout au long de leur vie. C'est la capacité à pouvoir faciliter la vie des gens, se déplacer, faire un transport en commun, oui, non. Laisser la possibilité de créer, de développer une activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, entrepreneuriale. Et puis après, c'est s'occuper aussi des plus anciens, de nos aînés, les seniors. Et c'est un sujet d'ailleurs essentiel des années qui viennent. Par bonheur, on a un allongement de la durée de vie. Mais par ailleurs, le contre-pied de tout ça, c'est aussi la dépendance. C'est un sujet majeur de notre société. D'ailleurs,
Je pense qu'il faudrait qu'au niveau national, on réouvre la prospective sur le vieillissement, la dépendance dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait de nos seniors? Comment on les aide? Comment on les accompagne? Bon. Mais c'est ça l'engagement politique, c'est de pouvoir s'occuper des gens à quelque âge qu'ils puissent avoir dans leur parcours de vie. Vous nous donnez des exemples concrets. La politique a donc des incidences directes sur la vie des gens. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait toutefois actuellement une sorte de défiance vis-à-vis des hommes politiques, des élections, de la chose publique? Moi, je le regrette, cet abandon, pas démocratique, parce qu'il y a quand même toujours des gens qui vont voter, mais cet abandon d'idéal, entre guillemets. La politique, c'est fait pour s'occuper des autres. Et donc, quelle que soit la capacité ou les programmes, il faut participer à ça, par un bulletin de vote. Autant je suis contre le vote obligatoire, mais enfin, quand on a la chance de pouvoir voter, autant l'utiliser. Surtout que là aussi, notre société s'est adaptée à ça. Par exemple, aujourd'hui, on accepte et c'est décompté le vote blanc, pour ceux qui n'expriment pas un choix partisan, le vote blanc. Bon. Donc, la politique, ça peut changer beaucoup de choses. Et au niveau national, mais moi je vais surtout me concentrer au niveau local, c'est pas la même chose que de décider à un moment ou à un autre de faire un gymnase ou un musée. Il faut faire les deux, sûrement. Mais il y a des fois où il faut hiérarchiser, ou en termes de programmation, c'est pas la même chose que de monter les impôts ou les baisser. Moi, j'ai été celui qui a baissé 2 fois les impôts. Mon successeur, il les a augmentés. C'est pas la même chose. Donc ça peut changer beaucoup d'éléments dans la vie des gens que les décisions qu'on puisse prendre. Quand on établit, j'allais dire, une feuille de route pour anticiper la démographie, l'évolution d'une ville, les décisions qui sont prises en amont, sur un transport en commun, sur le logement, sur l'espace public, ça a des conséquences. Donc bien sûr que ça sert à quelque chose. En quelques mois, les décisions nationales ont un impact sur notre vie. En janvier, on nous annonce qu'il faut travailler plus longtemps. Quelques mois après, on nous annonce que le système d'assurance chômage va évoluer. Et puis là, on découvre que le statut du fonctionnaire pourrait évoluer. Donc en quelques mois, on voyait que ça change les choses dans votre vie personnelle et collective. Revenons à votre parcours. Cela fait près de 25 ans que vous êtes engagé dans la vie publique. Quels sont les temps forts que vous retenez de celle-ci? L'élection 95 à la mairie de Villeneuve-d'Ornon, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Tant sur l'effervescence, l'émotion suite au résultat électoral, mais aussi parce que c'est le début d'un engagement et d'une prise de responsabilité au sens propre du terme, s'occuper des dossiers de la ville. Donc ça, le soir de l'élection, les jours qui ont accompagné, et puis tout était à construire. On partait d'une feuille blanche à l'époque. Il a rencontré avec Alain Juppé, sa présidence à la Cube, et de participer à ce qui est encore à mes yeux, et d'autant plus à l'époque, à des décisions historiques. La cerise sur le gâteau en termes d'engagement, c'est quand Alain Juppé me transmet et que je deviens maire de Bordeaux, dans des périodes en plus qui resteront dans ma mémoire à jamais, le Covid, gérer le Covid. J'ai eu à gérer le Covid comme les 36 000 maires de France, dont à l'époque certains commentateurs disaient les soldats de la République. C'était une période à la fois unique, extraordinaire au sens étymologique du terme. C'est ça qui a marqué 20 ans ou 25 ans d'engagement public. Des temps forts donc, qui restent gravés pour vous, temps forts qui ont ponctué une riche carrière politique. Pouvez-vous nous en rappeler les principales étapes? L'élection à la ville de Villeneuve-d'Ornon en 1995. Après, il y a 2001, les élections départementales, à l'époque on appelait ça les conseils généraux, où je suis élu conseiller général. Et c'était un canton qui avait été à gauche depuis la guerre. Je me fais élire à la surprise générale. Et donc, je découvre une nouvelle strate de l'investissement politique qui s'appelle le département. À l'époque, c'était le conseil général. Et j'arrive à une période où il y a des grandes réformes nationales. C'est l'APA. L'APA, c'est pour l'aide à l'autonomie pour les anciens. Après, ça a été le RSA, mais enfin, c'était le RMI aussi. Avec une collectivité, le conseil général, aujourd'hui le conseil départemental, très tourné vers l'action sociale et la solidarité. Et puis, c'est une mini-élection législative où on est élu sur un territoire, sur son nom, on est tout seul. À l'époque, il n'y avait pas ni de binôme, ni de suppléant, on était tout seul. Ça a aussi construit mon investissement, parce que vous êtes en prise directe des fois avec la difficulté des gens. En 2012, Alain Juppé, qui avait soutenu, était ministre sortant de Nicolas Sarkozy, ne se représente pas aux élections législatives.
C'est une décision un peu tardive qu'il prend, c'est au lendemain des élections présidentielles. Et donc il me demande de venir à Bordeaux porter nos couleurs sur la ville de Bordeaux. Et derrière, ça nous a permis de construire un parcours commun à Bordeaux. Et il me propose de le rejoindre en 2014, au moment des élections municipales. Et 2014, c'était pas évident. C'était pas évident. Donc moi, j'ai participé la reprise, entre guillemets, de Bordeaux par celui qui en était déjà le titulaire. Il a fallu qu'il renouvelle ses équipes, donc je fais partie de ceux qui proposent de le rejoindre, et je participe dès le départ à cette nouvelle étape de la ville de Bordeaux derrière Alain Juppé. En 2014, je deviens adjoint aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale. C'est-à-dire que toute la mécanique administrative, j'avais un œil dessus, entre guillemets. Voilà. Et puis il y a son départ, le fait qu'il me propose de lui succéder, tout ça avec l'adhésion d'ailleurs de l'équipe municipale. Donc en 4 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. En 5 ans, 2014-2019, plus un passage où Alain Juppé était candidat à l'élection présidentielle. Les primaires, donc ça a été là pareil une expérience unique de vivre à côté d'un maire qui était aussi peut-être un futur président de la République. Et donc là j'étais au plus près de tout ça, et ça c'est formidable. Et puis après, il y a le franchissement du Rubicon où il n'y a plus Juppé, mais c'est Florian et son équipe. Il ne s'agit pas d'être toujours l'héritier, il faut aussi avoir sa propre vision des choses, sa propre personnalité, mais ça a été une période très enrichissante, quelques épreuves, mais enfin quand on fait de la politique, on sait qu'on est soumis à ça. Mais j'en retiens cette capacité après à s'assumer, à se prendre en main, parce qu'il n'y a plus la figure tutélaire derrière soi. Alors nous sommes en 2020, vous êtes maire sortant et vous vous présentez à votre propre succession aux élections municipales, élections que vous perdez. Comment est-ce que vous vivez cet événement, Nicolas ? Cette élection municipale, moi j'avais jamais imaginé, et ça fait sûrement partie des erreurs que j'ai pu commettre pendant ce temps-là, que je puisse ne pas être réélu. C'est à la fois une cicatrice humaine, parce qu'on a l'impression que les gens ne vous aiment pas, vous aiment plus. Alors, je sais pas, personne ne peut prétendre à ce que tout le monde l'aime, mais enfin reconnaissent ce qui a été fait ou pas fait. Donc c'est quand même assez difficile. Ça a été peut-être une seconde erreur, au-delà de penser que ça s'était acté, la réélection, c'est d'avoir passé trop de temps à me concentrer sur les dossiers municipaux. Je me suis trop longtemps peut-être comporté comme un super adjoint au maire. C'est-à-dire je relisais tous les jours les 50 ou 60 parapheurs, sachant qu'il y avait en amont des gens qui les avaient validés. C'était peut-être pas nécessaire que je me lève le matin à 4h30 pour lire les mails ou regarder les parapheurs. Bon. Et puis, mais ça c'est la conjoncture du moment où il y avait cette crise du Covid, qui tombe en plus entre les 2 tours de l'élection municipale, où il y a une suspension de la vie démocratique. L'enseignement, c'est qu'il faut se battre, ne jamais croire que tout est acquis, ce que je pensais, moi, à l'époque, des sondages qui étaient très bons, puis l'accueil des gens, ah là là, super, formidable, on compte sur vous, et puis peut-être aussi plus réfléchir, et à l'époque je ne l'ai peut-être pas assez fait, sur cette transition au sein de la ville de Bordeaux, mais transition dans les aspirations de nos concitoyens. Et ça, moi j'ai eu la chance, d'une part, d'avoir des amis politiques proches, qui ne m'ont pas abandonné, je n'ai pas eu de trahison, puis une famille, qui est au cœur d'ailleurs de ma vie, ma femme, mon fils, ma famille, ça a été mes premiers soutiens. Je pense que pour s'épanouir dans l'engagement politique, si vous n'avez pas un environnement, un entourage très solide, déjà qui adhère au fait que vous fassiez un certain nombre de sacrifices familiaux pour votre engagement personnel. La politique, c'est aussi une passion. Donc lui, c'est pas une profession, ça peut être un métier, mais c'est une passion. Donc je suis un privilégié d'avoir une femme qui a accepté que pendant des années, je ne sois pas le soir à la maison, et un fils que j'ai vu grandir, mais j'ai peut-être pas été là assez. Donc c'est un sacrifice. Bon. Et heureusement qu'il faut avoir une cellule familiale, un entourage familial qui adhère à ça, qui l'accepte, et puis qui booste. Moi, ma femme, elle me booste. Hein. C'est la première, elle me dit, il faut remonter sur le cheval, il ne faut pas te laisser faire. Bon. Et puis, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'entourent, totalement désintéressés d'ailleurs, parce que qu'ils le font par conviction, par amitié,
et de partage. On partage quelque chose. Bon, voilà. Donc ça, c'est enrichissant, mais souvent, ça on aperçoit une fois que l'événement malheureux, la défaite, s'est produit. 2021, nouvelle campagne pour les régionales cette fois-ci. Une nouvelle campagne pour panser la plaie de l'échec de 2020 ? Alors moi, c'est un moment quand même unique. Je suis battu aux élections municipales, donc c'était compliqué humainement, c'est une blessure. Hein. C'est pas la même chose que de ne pas être élu que d'être battu. Et quand on est battu, qu'on est sortant, le bulletin, alors c'est une liste, mais enfin le premier nom c'était Florian. Hein, donc il y a une forme de désaveu. Et donc ça c'est une blessure. On en tire des enseignements, ça permet de grandir, enfin c'est une blessure. Et derrière, il y a les élections régionales. Et là je repars. On me sollicite, c'est mes amis régionaux qui me sollicitent. Élection compliquée, personne n'avait en tête qu'il y ait une alternance à la région. Bon. Enfin, il fallait y aller. Donc on redémarre de façon très artisanale. Ce qui d'ailleurs, moi, m'a conforté dans l'idée que c'est aussi une aventure humaine, la politique. Voilà. Surtout les préparatifs à l'élection. Bon. Donc on redémarre comme ça, et je découvre, comme je le disais, quelque chose qu'on avait vu avec les Gilets jaunes. En plus, Bordeaux avait été marqué par les Gilets jaunes en 2019. Et moi, je me souviens de la revendication des gens sur cette fracture territoriale. C'est pas la même chose que de vivre à Guéret dans la Creuse que de vivre au Chartron. Et ça, moi, ça m'a beaucoup apporté, et humainement et politiquement. Ça a été une nouvelle construction, d'ailleurs, dans mon esprit sur voilà, le fait qu'on n'ait pas des abandonnés de la vie publique, de territoires délaissés. Si on devait faire une comparaison avec le milieu bordelais, justement, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de fracture territoriale au sein même de son territoire. Et donc je repars, mais on est 4-5 autour de la table. Et c'est le cœur de mes fidèles, là pour le coup, qui remontent là aussi sur leurs chevaux, comme moi. Donc ça se fait autour d'une table, un peu une échelle qui dépasse le cadre de Bordeaux, donc c'est bien réappréhender ce qu'était la nouvelle région, 12 départements, des territoires un peu éloignés. C'est le moment où je repars, quoi. Vous en parlez avec enthousiasme, vous aimez cette période de campagne électorale. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Être en campagne, c'est justement l'échange, le partage, la contradiction. Et puis c'est souvent, on prend toutes les précautions oratoires, quand on est dans l'exercice du pouvoir, des responsabilités, il se fait souvent en chambre. C'est des réunions internes, c'est des parapheurs concis, c'est des réunions certes de concertation, on voit la population, mais sur des sujets dédiés. La campagne électorale, c'est le débat permanent. On voit les gens du matin au soir. Donc c'est au plus près des préoccupations, des attentes. Autant quand vous êtes maire ou responsable, quand vous voyez les gens, c'est souvent pour se faire engueuler. Quand vous êtes en campagne, c'est qu'ils attendent quelque chose. Et ça, humainement, c'est très enrichissant. Nicolas Florian, quelles sont les valeurs qui vous animent ? Je pense que la fidélité fait partie des valeurs cardinales qui m'animent. La fidélité humaine, affective, et puis la fidélité à ses idées, ses convictions. Moi, j'ai jamais changé dans mes convictions, même s'il faut évoluer. En 92, j'étais contre Maastricht. Aujourd'hui, je suis un grand défenseur de l'Europe. Mais c'était d'ailleurs peut-être pas antagoniste. On a voulu nous le présenter à l'époque comme étant antagoniste. C'est pas le cas. Donc il faut évoluer, il faut s'adapter. Mais voilà, moi, la fidélité affective, de conviction, et puis la fidélité aussi à un territoire. Je suis bordelais, quels que soient les événements politiques, électoraux, j'ai toujours été fidèle à ma ville, à mon territoire, j'ai jamais voulu changer. Et votre territoire, c'est Bordeaux. Vous êtes fidèle à Bordeaux, Nicolas. Quel est votre lien avec Bordeaux ? Pourquoi est-ce que vous l'aimez ? Le lien, moi, il est quotidien, parce que je suis un habitant de ma ville. Et moi, je l'aime. Alors, encore une fois, c'est un poncif, mais enfin quand même. Moi, je suis fier de Bordeaux. De son histoire, de son patrimoine, de sa culture. C'est un fleuve, des quais. Donc c'est de suite aussi le symbole de l'ouverture. Et puis c'est des villes dans la ville, Bordeaux. Il y a des quartiers bien identifiés, avec des particularités sociologiques, mais aussi urbaines, d'aménagement. Et ça s'est construit avec l'histoire, ça se prolonge. Je pense qu'il faut l'accompagner, rééquilibrer certains secteurs. On a fait des traits d'union sur certains secteurs urbains, il faut être dans la continuité. Moi, je pense que la ville a besoin de s'étirer vers l'aval de son fleuve, vers le nord. Moi, c'est ce que j'aime dans cette ville. C'est à la fois cette unité urbaine, patrimoniale,
comportement. Il y a une culture collective, donc ça c'est fondamental, mais il faut aussi préparer la ville à l'avenir, et notamment ses habitants, face aux défis de l'avenir. Et moi c'est ce que j'aime en étant à Bordeaux. Et l'avenir, c'est l'avenir industriel, il faut créer des emplois. Et puis c'est la vie du quotidien, est-ce qu'on est en sécurité à Bordeaux, est-ce que la ville est sale, est-ce qu'on s'y déplace bien, bon. Moi c'est tout ça qui me motive. Et quand on y est très attaché, cette culture des places, des zones de vie, il faut le préserver ça, il faut le préserver, continuer une forme d'identité parmi les quartiers, mais surtout une identité collective. C'est quand même la bienveillance à Bordeaux. Les gens sont ouverts, on est dans une forme de modération, même si je note là, ici comme ailleurs, une dégradation sur la vie en collectivité. Il n'y a rien de plus qui me désespère que de voir une forme de tension, manque de convivialité. Moi, je veux comme j'ai dit tout à l'heure, une ville qui sourit. Et c'est pas que une histoire de grands événements, mais il faut faire du lien social, il faut faire société. Vous dites, je vous cite, « Préparer la ville à l'avenir, c'est ce qui me motive ». Quelle est votre ambition pour Bordeaux ? Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une ville qui soit plus joyeuse. Moi, mon ambition, c'est que les gens soient heureux et fiers d'être là, mais qu'ils aient une vie quotidienne qui leur permette d'avoir ce sentiment. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes de lien social, de vie en collectivité, la sécurité, préserver la sécurité des gens, c'est un enjeu majeur. Pouvoir se déplacer de façon raisonnable, pouvoir se loger, pouvoir se cultiver, pouvoir voir grandir ses enfants. Bon, c'est tout ça, moi, qui ambitionne notre engagement, et le mien en particulier. Mais cette question d'ouverture d'esprit, de bien-être est quand même essentielle. Moi, je constate aujourd'hui que les choses se dégradent là-dessus, et qu'il faut réorienter un petit peu les politiques publiques avec une ambiance de convivialité, de respect, mais avec des bornes et des cadres. Et ça, c'est à la puissance publique de l'assumer. Une ville, pour qu'elle ait des vraies lettres de noblesse, il faut qu'elle ait une épopée. Et ça peut être une épopée économique, un développement économique, une activité en particulier, tout ça a été le vin. L'épopée du moment, je pense que c'est aussi le côté, on emporte les choses, on emporte les gens. Et c'est ça, moi, que je vais retrouver, qui ne catalogue pas les gens dans une sociologie ou dans un statut, qui est faire société, tout simplement. Et moi, c'est ce qui m'anime, ce qui m'ambitionne. Réenchanter la ville, c'est donc votre ambition pour Bordeaux, ou l'une de vos ambitions pour Bordeaux. Et vous, Nicolas, comment vous inscrivez-vous dans cette ambition ? Moi, maintenant, je ne vais pas tourner autour du pot. L'enjeu, c'est les élections municipales. Moi, je pense qu'on va dans la mauvaise direction. J'aurai l'occasion, plus tard, de le décliner, moi, avec d'autres qui partagent la même idée, construire un projet, un nouvel avenir pour Bordeaux. Moi, je pense que notre ville se dégrade, que les choses ne vont pas dans la bonne direction. Donc voilà, moi j'ai 2 ans pour se projeter, projeter notre ville, ses habitants, et puis avoir des positions très lisibles. Et ça, moi je vais mettre un accent très fort là-dessus, sur la projection. Et comment on envisage notre ville demain, après-demain, quelle est la place des habitants dedans, d'où se pose la question d'ailleurs d'avoir des ambitions qui correspondent aussi à minima à une partie de la population. Il ne s'agit pas d'être dans l'unanimité, mais que ça corresponde aussi à une forme d'attente. Moi je ne suis pas pour imposer au fouet des décisions. Enfin, il y a 2 façons de faire de la concertation. Il y a consulter en ayant décidé, ou concerter pour enrichir une idée. Partir d'une feuille blanche, c'est aussi, par contre, stérile. Mais avoir une vision, se projeter et le faire partager, et quitte à l'améliorer. Donc moi, c'est toute cette période, avec les élections municipales 2026 en point de perspective. C'est demain, c'est à la fois éloigné et demain. Nicolas Florian, merci beaucoup.